Bonjour. Dans cette séance d'aujourd'hui, on va essayer de faire le point sur une partie du programme de la 4e année section sciences informatiques et on va faire l'objet plus précisément sur une partie du thème évolution des systèmes électriques et plus précisément sur la production des signaux non sinusoïdaux. En électronique, on a assez souvent besoin d'un signal périodique. Évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs signaux périodiques. D'ailleurs, en général, ils sont divisés en deux familles. Il y a la famille des signaux sinusoïdaux et non sinusoïdaux. On va s'intéresser en particulier aux signaux périodiques non sinusoïdaux et plus précisément à leur production. Les générateurs de production de ce genre de signaux sont appelés multivibrateurs. Donc, les multivibrateurs. Commençons d'abord par les différents types de multivibrateurs. Il y a un premier type qui s'appelle les multivibrateurs monostables. Ceux-ci sont caractérisés par un seul état de fonctionnement stable. L'autre état est quasi stable. Évidemment, il y a possibilité de basculement d'un état à un autre, mais seul le basculement de l'état quasi stable à l'état stable est spontané. L'autre est provoqué, donc commandé par une commande extérieure. Deuxième exemple, c'est les multivibrateurs bistables. Ceux-ci, par contre, possèdent deux états de fonctionnement stables. Donc, évidemment, les basculements entre les deux états sont possibles, mais ils ne sont jamais spontanés, ils sont toujours provoqués par cette commande extérieure. Troisième type, c'est les multivibrateurs astables. Alors, dans ce cas, le système oscille entre deux états quasi stables. Il engendre ces oscillations d'une manière autonome. D'ailleurs, cette autonomie est une qualité assez importante pour ce genre de générateur. Nous allons nous intéresser en particulier aux multivibrateurs astables. Le circuit électronique de ce genre de générateur possède deux parties essentielles. La première est donc le comparateur. Vous avez vu déjà en 3e année un exemple de comparateur. Celui-là est un dispositif à deux seuils. Il est évidemment polarisé, d'ailleurs comme tout circuit en électronique, c'est-à-dire donc qu'il est muni d'une source autonome d'énergie. La deuxième partie, c'est un dipôle RC. Ce dipôle aussi vous est familier, vous l'avez déjà rencontré au début de l'année. Il va jouer le rôle, dans ce cas-là, d'un réservoir d'énergie. On peut dire donc jusque-là qu'un multivibrateur n'est autre qu'une association d'un comparateur avec un réservoir d'énergie. Pratiquement tous les multivibrateurs sont constitués d'une telle association. Mais bien sûr, on peut en réaliser deux multivibrateurs qui soient différents et qui en particulier diffèrent par le montage comparateur. En effet, ce montage comparateur peut utiliser soit des amplificateurs opérationnels ou aussi des portes logiques. On peut utiliser par exemple des portes logiques à deux seuils d'un circuit CMOS 4093 ou des portes inverseuses non. Remarque qu'on peut utiliser des portes NAND aussi, mais il faut qu'ils soient transformés en portes non en reliant leurs entrées. Ce que je vous propose, c'est une expérience au cours de laquelle il a été question effectivement de réaliser deux montages multivibrateurs qui soient différents et qui diffèrent par le montage comparateur. Ce que l'on se propose de faire, c'est d'essayer de reconnaître chaque type de comparateur par analyse des résultats de cette expérience. Ces résultats, bien sûr, qui ne sont autres que les chronogrammes des tensions UC et US du signal sur les deux voies de l'écran d'un oscilloscope bicourbe. Cette expérience réalisée a effectivement donné les chronogrammes des figures suivantes. Voilà la figure 1
et la figure 2. Commençons à analyser ces chronogrammes. Nous constatons d'abord que dans chaque cas de figure, on a un signal de sortie caractérisé par des transitions entre un niveau haut et un niveau bas. C'est pareil ici aussi. On peut dire donc que dans chaque cas, on a affaire à un circuit multivibrateur, effectivement, et qui engendre ces oscillations d'une manière autonome. Dans les deux cas aussi, l'obtention de ce signal peut être interprétée de la même manière. En effet, le condensateur étant initialement déchargé, va pouvoir se charger grâce à la tension de polarisation du montage comparateur. Il s'agit donc, comme vous voyez, d'un dipolaire C soumis à une tension continue. C'est une étude que vous avez déjà faite, donc vous savez que l'évolution de la tension UC va avoir lieu selon une loi exponentielle. UC varie donc en augmentant. La valeur vers laquelle elle tend à l'infini, c'est normal, le niveau haut EH. Mais comme vous voyez, quand UC atteint cette valeur, le comparateur commute et la sortie bascule automatiquement du niveau haut au niveau bas. Le courant va changer de sens. Le condensateur va se décharger. C'est une nouvelle phase au cours de laquelle sa tension va diminuer, toujours bien sûr d'une manière exponentielle. Et la valeur vers laquelle tend UC à l'infini, c'est maintenant le niveau bas EB. Mais, comme tout à l'heure, quand UC atteint cette valeur, automatiquement le comparateur commute à nouveau et la sortie bascule du niveau haut au niveau bas. Les choses se reproduiront ainsi d'une manière périodique. On peut donc dire que le fonctionnement du circuit est à la base de l'existence de ces deux seuils de basculement que nous avons, comme vous voyez, noté VHB et VBH. VHB, donc, c'est la tension seuil supérieure de basculement du niveau haut au niveau bas. Et VBH, ce n'est autre que le seuil de basculement inférieur, donc seuil de basculement du niveau bas au niveau haut. Voilà donc, c'est pareil ici. Cette périodicité dont nous avons parlé, voilà donc d'abord le basculement de haut en bas quand UC atteint VHB en augmentant et le basculement de bas en haut quand UC atteint VBH en diminuant. J'ai dit donc que cette périodicité explique le fait que le multivibrateur soit caractérisé par une période. Voilà un signal. Si on note T1, la durée du niveau haut, et T2, la durée du niveau bas, eh bien, la période n'est autre que la somme T1 plus T2. Mais il n'y a pas seulement la période comme caractéristique du multivibrateur, il y a aussi ce qu'on appelle le rapport cyclique, défini comme étant le rapport du niveau haut, T1, par la période T. Procédons maintenant, et brièvement, à une détermination de l'expression de cette période. Il va falloir qu'on détermine les durées T1 et T2 d'abord, et commençons par la phase numéro 1. Voilà le circuit du multivibrateur. L'application de la loi d'Émaille donne facilement l'équation différentielle à laquelle obéit la tension UC, et qui est la suivante. UC de T donc, est une fonction de la forme A plus B exponentiellement T sur RC. La constante A n'est autre que la valeur prise par UC quand T tend vers l'infini. C'est normal donc que c'est EH plutôt. Et cette constante est donnée par les conditions initiales. Voilà la phase de charge. Soit donc une origine des temps choisie comme étant l'instant du début de cette phase, et T1, la durée de cette phase. On va pouvoir exploiter UC de T1 pour trouver une expression de T1 égale à RC log de UC de 0 moins EH sur UC de T1 moins EH. Comme vous voyez dans cette figure, le UC de 0
n'est autre que VBH et le UCT1 n'est autre que VHB. En remplaçant ici, on obtient facilement l'expression de T1. T1 égale à RC, log de VBH moins EH sur VHB moins EH. Passons à la phase numéro 2, toujours le circuit du multivibrateur. Cette nouvelle phase dans laquelle on a opté à un changement d'origine des temps, T' égale 0 comme instant du début de cette nouvelle phase, et T2, la durée de cette nouvelle phase. UC de T ou de T' obéit bien sûr à la même expression, avec bien sûr, dans ce cas, la valeur vers laquelle ton UC à l'infini est EB, et non pas EH, et une constante UC0 moins EB. De la même manière, on obtient T2 égale à RC log népérien de UC0 moins EB sur UCT2 moins EB. UC0 n'est autre que VHP dans ce cas-là, et UCT2 est VBH, ce qui donne T2 égale à RC ln de VHB moins EB sur VBH moins EB, et finalement une expression de la période T égale à RC log de VBH moins EH sur VHB moins EH que multiplie VHB moins EB sur VBH moins EB. Continuons l'analyse des chronogrammes et en observant maintenant les deux niveaux haut et bas du signal de sortie, nous allons constater que celles-ci sont symétriques. D'ailleurs, les seuils de basculement aussi. Ce qui n'est pas le cas dans la figure 2, et dans laquelle vous voyez que EB est égal à 0, EH prend une valeur positive. Et là, nous avons toutes les raisons de croire que le comparateur utilisé dans cette figure n'est autre qu'un amplificateur opérationnel, polarisé en plus ou moins USAT, EH est donc plus USAT, EB est égal à moins USAT, et donc un comparateur à OB. Évidemment, ce comparateur utilise donc une porte logique. On a l'habitude de noter VDD, la tension de polarisation des portes logiques. EH est donc cette tension VDD. EB est égal à 0. EH et EB ne sont pas symétriques, ainsi que les seuils de basculement, donc comparateur à porte logique. Voilà donc ces montages comparateurs. Le montage comparateur AOP, voilà son circuit. Il utilise donc un amplificateur opérationnel avec deux résistances R1 et R2. Vous voyez bien donc que le circuit de ce comparateur se déduit de celui des amplificateurs en remplaçant la contre-réaction par une réaction positive, et c'est ce qui rend le fonctionnement de l'AOP instable dans le domaine linéaire. Vous voyez bien donc que notre AOP maintenant est toujours en état de saturation. Il est soit en état de saturation positive donné par US égale à plus USAT, et ce quand UC bien sûr est inférieur à VHB, et un état de saturation négative déterminé par US égale à moins USAT, et ce quand UC est supérieur à VBH. Le comparateur a inverseur logique. Voilà donc le schéma du comparateur. Là, on peut utiliser une porte logique à deux seuils d'un circuit CMOS 4093 par exemple. Alors, voilà donc les deux comparateurs. Et bien que ces deux comparateurs aient une expression commune de la période, celle-ci va pouvoir diverger, vu bien sûr la différence entre les deux comparateurs. On va essayer de trouver les expressions de ces périodes. Voilà donc l'expression commune de la période. Alors, dans le cas du comparateur AAO, on a EH égale à USAT, EB égale à moins USAT. VBH et VHB, comme vous voyez, sont symétriques, comme on a vu dans les chronogrammes. Leurs expressions sont VBH égale à moins R1 sur R1 plus R2 fois USAT, et VHB égale à R1 sur R1 plus R2 fois USAT. En remplaçant dans l'expression de T, on aura facilement T égale à 2RC
log népérien de 1 plus 2R1 sur R2. Dans le cas où R1 et R2 sont égales, cette expression se simplifie, T égale à 2RC log de 3. Le rapport cyclique aura une valeur égale à 1,5. C'est normal puisque les durées T1 et T2 sont égales, donc T1 sur T égale à 1,5. Pour le comparateur à porte logique, EH égale à VDD, EB égale à 0. Vous voyez bien que les seuils de basculement sont maintenant en fonction de VDD, à savoir VBH égale à 1,5 de VDD et VHB égale 3/4 de VDD. Alors, pour la phase T1, T1 est égal à RC log de 2, on peut la retrouver en remplaçant bien sûr dans cette parenthèse, et pour l'expression globale T égale à RC log de 3. Ainsi, le rapport cyclique égal à T1 sur grand T égale à 0,63. On va pouvoir maintenant vérifier les expressions de ces périodes. Prenons comme valeur de R 11,37 kΩ et comme valeur de C 100 nanofarads. Dans le cas du comparateur AOP, T égale à 2 RC log de 3 égale à donc 2,5 millisecondes. Voilà le chronogramme, la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Il suffit donc de déterminer le nombre de divisions correspondant qui, comme vous voyez, est égal à 5. Et donc, une période T égale à 5 fois 0,5 égale 2,5 millisecondes. Pour le comparateur à porte logique, T est donc égal à R, C log de 3 égale à 1,25 millisecondes. Le chronogramme avec la sensibilité. Alors, déterminons le nombre de divisions correspondant. Ça commence à partir de là, quasiment. Il y a ici pratiquement un quart de division. 1, 2, 3, 4, 5 et 6,25 divisions que multiplie 0,2 égale à 1,25 millisecondes. Alors, pour confirmer cette différence qui existe entre les deux montages comparateurs, on peut procéder à une visualisation des caractéristiques de transfert. Chose qu'on peut obtenir facilement à l'aide de l'oscilloscope, il suffit de passer au mode XY. Voilà les caractéristiques de transfert. Pour le comparateur AOB, voilà la caractéristique. Comme vous voyez, ça montre bien, encore une fois, cette symétrie qui existe entre le niveau haut et le niveau bas, ainsi que celle des seuils de basculement. Seulement, comme vous voyez, cette caractéristique présente quand même une propriété très importante, c'est le fait que ce soit sous forme d'un cycle. Alors, vous voyez bien donc que si on fait augmenter UE à partir d'une valeur inférieure à VHB, US est égal à plus U7, ce point figuratif décrit le segment IA. Quand UE atteint VHB, c'est le basculement AA', puis ça continue au niveau bas. En faisant diminuer EE à partir d'une valeur supérieure à VBH, US est égal à moins U7 et ce point figuratif est au niveau bas et bascule quand UE atteint VBH au niveau haut. Puis, bien sûr, en continuant à diminuer EE, ça continue à décrire le segment B'I. Ce cycle-là s'appelle cycle d'hystérésis. Pour le comparateur à porte logique, on voit là la caractéristique. Elle aussi, elle confirme l'absence de symétrie entre EH et EB et entre les valeurs seuil. Seulement, vous voyez bien qu'il y a un point commun, c'est le fait que dans les deux cas, on a affaire à un cycle d'hystérésis. Et là, nous trouvons une explication au qualificatif donné à ce genre de comparateur et qui est comparateur inverseur à hystérésis. Voilà. Maintenant, nous avons parlé déjà d'autres portes logiques, comme la porte inverseuse non. Nous avons même parlé de ces portes NAND qui peuvent être transformées en portes non. La caractéristique de transfert de ces portes est donnée par le schéma suivant. Caractéristique de transfert d'une porte logique inverseuse non ou d'une porte NAND d'un circuit CMOS 4011 transformée en porte non, en reliant bien sûr leur bande d'entrée. On voit bien donc que cette caractéristique présente une particularité assez importante, c'est l'existence d'un seuil unique de basculement noté VB. Si on revient un petit peu en arrière
Il est facile donc de se rappeler que le fonctionnement du multivibrateur était à la base de l'existence de deux seuils de basculement, VHB et VBH. La question est, peut-on réaliser un circuit multivibrateur avec une telle porte alors qu'elle n'en possède qu'un seul seuil de basculement? La réponse est donnée par le schéma du montage suivant. Vous voyez bien donc que la réponse est effectivement oui. On peut, seulement, comme vous voyez, il faut utiliser deux portes P1 et P2. Nous allons essayer ensemble d'expliquer le principe de fonctionnement du montage et avec les détails nécessaires. Commençons par le montage lui-même. Comme vous voyez, la sortie de la porte P2 est directement liée à l'entrée de la porte P1. Ce qui veut dire donc que aussi bien le point E1 que le point S2 que N sont portés au même potentiel. Donc on a toujours US2 égale UE1. Deuxièmement, vous savez que les portes P1 et P2 sont supposées idéales, c'est-à-dire donc que leurs résistances d'entrée sont pratiquement infinies. Donc, dans les fils reliés aux entrées des portes, le courant est pratiquement négligeable. Donc le chemin suivi par le courant va être S1, E2, N et S2. Que ce soit dans ce sens ou dans l'autre, tout dépend bien sûr de l'état. Il y a autre chose, une relation entre US1, UC et UE2 est toujours utile. Il est facile bien sûr de trouver une telle relation par application de la loi d'Emaille ici. Donc US1 moins UC moins UE2 est égal à 0. Maintenant, le principe de fonctionnement. Alors, UE2 est l'entrée de la porte P2. C'est quand UE2 atteint le seuil de basculement VB que la sortie, ou plutôt que la porte P2 va basculer. Alors, quand UE2 atteint donc VB, la porte P2 bascule, et quand la porte P2 bascule, et vu que US2 et UE1 sont toujours égales, automatiquement la porte P1 va basculer à la suite. Le basculement de celle-ci va engendrer un passage instantané de la tension de sortie US1, soit de VDD à 0, soit de 0 à VDD. Ce passage brusque va se répercuter au point E2. La tension UE2 va pouvoir donc se décaler instantanément de sa valeur initiale au moment de basculement et qui est le seuil VB à une valeur plus VDD ou moins VDD. Tout dépend bien sûr du sens de basculement de la porte P1. Quand UE2 est décalé de la valeur VB, elle va pouvoir réévoluer, repasser encore une fois par la valeur VB et permettre par conséquent de nouveaux basculements. Voilà donc comment ça fonctionne. Nous allons essayer bien sûr d'expliquer le fonctionnement étape par étape et même de trouver les chronogrammes. État initial donc. Voilà. Alors initialement, la sortie est au niveau 0. US2 est égal à 0. Donc UE1 est aussi égal à 0 évidemment, puisque nous avons dit que US2 et UE1 sont toujours égales. Puisque UE1 est égal à 0, il est normal que US1 soit égal à VDD. C'est une porte inverseuse. Vu que UC est initialement nul, c'est-à-dire que le condensateur est initialement déchargé, il est normal donc que UE2 soit égal à VDD. Ainsi donc, le condensateur est dans cet état-là, décrit par le circuit de charge numéro 1, et ça se voit ici dans le schéma du montage. On a donc US1 égale à VDD, ainsi que UE2. La sortie US2 est court-circuitée, et bien sûr, évidemment, un courant qui va pouvoir circuler à travers le dipôle RC, et dans ce sens-là. Donc le condensateur est soumis à cette tension VDD, il va pouvoir se charger, sa tension va pouvoir évoluer. Et voilà son évolution.
Cette phase est évidemment terminée quand la tension UE2, qui diminue à partir bien sûr de la valeur initiale VDD, atteint le seuil de basculement VB, qui est en général égal à VDD sur 2. Voilà donc la valeur initiale VDD, et ça c'est la valeur du seuil de basculement égale à 1,5 de VDD. Donc, quand UE2 atteint cette valeur, automatiquement la porte P2 va basculer. Et quand la porte P2 bascule, la porte P1 bascule à la suite, comme on a dit tout à l'heure. Voyons voir la valeur de UC à cet instant-là, cet instant que nous avons, comme vous voyez, noté T0. Eh bien, la relation entre US1, UC et UE2 peut nous permettre facilement de trouver cette expression de UC, ou cette valeur de UC. Alors, UC égale à US1 moins UE2, égale à VDD moins VB qui est égal à VDD sur 2, égale à donc VDD sur 2. Voilà cette valeur de UC. Instant donc T0, et juste après basculement des portes, on a l'état suivant. US2 est maintenant à VDD. UC, comme on a dit, bien sûr, est à la valeur VDD sur 2. UE1 est donc égal à VDD puisqu'elle est toujours égale à US2. Et c'est là que US1 passe à 0, c'est-à-dire basculement de la porte P1. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le passage instantané de la tension US1 de VDD à 0 va se répercuter immédiatement au niveau du point E2, à l'autre armature du condensateur. Par conséquent, UE2 va pouvoir se décaler directement et instantanément de la valeur VDD sur 2 qu'elle avait vers la valeur VB plutôt moins VDD. Donc une valeur égale à moins 1,5 de VDD. Voilà donc le décalage de UE2. Voilà ce décalage. Ainsi, un nouvel état d'équilibre, plutôt un nouvel état s'établit, dans lequel US2 est égal à VDD, UC n'est pas égal à 0, mais plutôt à une valeur égale à VDD sur 2, et une nouvelle phase va commencer, au cours de laquelle le courant va changer de sens, évidemment, comme vous voyez, et la valeur vers laquelle va tendre UC à l'infini va être, dans ce cas-là, moins VDD. Regardez bien le signe de la tension UC, celui de US2, vous comprendrez facilement que UC tend à l'infini vers la valeur moins VDD. Évolution donc à partir de cet instant T0 que nous allons considérer comme étant instant T égale à 0. Voilà donc notre évolution. UC donc va pouvoir maintenant évoluer de nouveau vers la valeur VB égale VDD sur 2. Et bien sûr, la sortie est au niveau O. La durée de la phase de décharge. Cette phase, comme vous voyez, dure T1. Nous avons noté T1, la durée de cette phase. UC de 0 est égal à VDD sur 2. Pour UC T1, encore une fois, on peut faire appel à la relation entre US1, UC et UE2 pour montrer facilement qu'elle va avoir une valeur égale à moins VDD sur 2. Voilà. UC est égal à US1 moins UE2 égale à 0 moins VDD sur 2 égale à moins VDD sur 2. Et EB, la valeur visée à l'infini, c'est moins VDD. Cette expression établie précédemment peut servir bien sûr pour trouver l'expression de T1 en remplaçant UC0, UCT1 et EB. Vous trouverez donc T1 égale à RC log de 3. Instant T1. Alors, à cet instant-là, il va y avoir bien sûr un nouveau basculement de la porte P2. Donc, il est normal que US2 passe à 0 maintenant. UC étant à la valeur moins VDD sur 2. UE1 est à 0, toujours égal à US2. US1 maintenant va basculer de 0 à VDD. Et encore une fois, il va y avoir donc un décalage de la tension U2 de la valeur qu'elle avait juste à cet instant T1 et qui est bien sûr VDD sur 2 à une valeur égale à VB plus VDD puisque bien sûr US1 a basculé de 0 à VDD.
Voilà donc ce décalage. Donc décalage de UE2 de la valeur VDD à la valeur 3,5 de VDD, qui est donc VDD plus VDD sur 2, évidemment. Un nouveau état s'établit, un nouveau circuit de charge du condensateur, dans lequel US1 est de nouveau à VDD et US2 à 0, et de nouveau un courant qui circule dans ce sens. Voilà le circuit de charge numéro 3. Comme vous voyez, il est identique au circuit de charge numéro 1 avec une différence des conditions initiales. Tout à l'heure, UC était à 0, U2 était à VDD. La valeur vers laquelle tend UC dans cette phase, c'est bien sûr égal à VDD. Donc, évolution de UC vers la valeur VDD, évolution de UE de nouveau vers la valeur VB du seuil de basculement. Voilà donc cette évolution de la deuxième phase. Comme vous voyez, UE2 atteint à nouveau le seuil de basculement VDD sur 2, et c'est là qu'il y a à chaque fois basculement des portes. La porte va basculer, la porte P2, donc la sortie va basculer au niveau bas, et la tension atteinte par UC à cet instant noté T2, qui va correspondre bien sûr donc à la durée de cette deuxième phase, en prenant comme d'habitude une nouvelle origine des temps à l'instant T1, cette valeur prise par UC n'est autre que VDD sur 2. Donc, durée de la phase de charge, cette phase qui dure T2, UC de 0 égale à donc moins VDD sur 2, dans ce cas-là, UC de T2 égale à VDD sur 2. La valeur vers laquelle tend UC à l'infini est maintenant EH, égale à VDD bien sûr, et l'expression précédemment établie est T2 égale à RC, log népérien de UC de 0 moins EH sur UC de T2 moins EH donne aussi RC log de 3. Et c'est ainsi que la période, bien sûr, est égale à 2RC log de 3. Maintenant, le rapport cyclique, évidemment, va avoir une valeur égale à 1,5. Toujours parce que les durées T1 et T2 des deux phases sont égales. Ce qui fait donc que T1 sur T va être nécessairement égal à 1,5. Ceci est dû au fait que le seuil de basculement VB de la porte est égal quasiment à 1,5 de VDD. Alors, je vous propose maintenant une petite activité au cours de laquelle on procède à une modification de ce rapport cyclique. Il va falloir bien sûr apporter des modifications au montage. Voilà donc cette modification. Comme vous voyez, on va remplacer la résistance R par ce petit dispositif comportant un rhéostat. Bien sûr, la position C du curseur de rhéostat peut être modifiée. Deux diodes D1 et D2. Revenons à la phase de durée T1, qui est la durée du niveau haut. Je vous rappelle donc le circuit de charge dans ce cas-là. US1 était court-circuité. Le courant circule dans ce sens. Donc, il va passer à travers la diode D1. La résistance en question dans ce cas-là, c'est la partie RAC. Et voilà. Ainsi donc, C est la position du curseur et RH étant la résistance du rhéostat. RH, bien sûr, est égal à RAC plus RCB. Dans ce cas-là, la résistance est RAC. Évidemment, l'expression de la durée du niveau haut T1 n'est autre que dans ce cas-là que RAC log de 3. Vous voyez bien donc que RAC prend la place de R. La durée T2 maintenant. Alors, dans cette phase, c'est US2 qui est court-circuité, c'est US1 qui est à la valeur VDD, et le courant circule dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Évidemment, dans ce cas-là, il va circuler à travers D2, D1 est bloqué. Voilà donc le sens du courant. Pour la même position du curseur, la résistance est dans ce cas-là RCB. Ce qui veut dire bien sûr que T2 est égal à RCB log de 3. Commençons donc par l'expression de T. Et vu qu'elle est égale à T1 plus T2, en faisant la somme, on peut montrer facilement que T est égal à RHC log de 3. Et donc on voit bien que la période T ne changera pas par déplacement de la position C du curseur.
Seulement, le rapport cyclique qui est égal à T1 sur T, et qui va évidemment prendre l'expression RAC sur RH, va pouvoir être modifié. Il suffit pour cela de modifier la valeur de RAC par rapport à RH, et ce, en déplaçant tout simplement le curseur du rhéostat. Évidemment, donc, si RAC est différente de 1,5 de RH, forcément, le rapport cyclique aura une valeur différente de 1,5. D'ailleurs, on a aussi l'avantage de pouvoir soit augmenter, soit diminuer ce rapport cyclique par rapport à la valeur 1,5, fonction, voilà, tout dépend du déplacement du curseur du rhéostat. Voilà, je vous remercie de votre attention et au revoir.